bonjour et bienvenue à cette... Bon, on va faire ça. J'aime comment le twist. Le ton et le regard fitaient tellement pas ensemble. T'avais un regard vide avec un petit bonjour enjoué. J'ai adoré ça. Ça sera peut-être notre intro finalement. On le coupera peut-être pas, on dirait. Je trouve ça naturel. Alors, on recommence ça. Bonjour et bienvenue à cet ultime épisode en série de la saison 1 de Manger les riches. On parle aujourd'hui de John McAfee. Qu'est-ce qu'on va apprendre? Ben, je le sais pas parce que on a joué un petit jeu. C'est Colin aujourd'hui qui va me présenter le milliardaire. Alors, Colin, ça va bien? Sais-tu, ouais, oui, ça va super bien. J'ai très hâte de te parler de ça d'ailleurs. Sais-tu des trucs sur John McAfee? Qu'est-ce que tu sais? Je sais rien quasiment. Je sais que c'est lui qui a lancé l'antivirus, là, McAfee. Ouais. Et dans mon souvenir, à un moment donné, je sais qu'il est mort. Puis je me souviens qu'avant sa mort, il faisait des vidéos sur des bateaux. Genre, j'ai un vague souvenir d'avoir vu ça passer sur Reddit. Okay. Puis j'étais comme, il est-tu devenu une espèce de pirate ou je sais pas quoi? Mais genre, pourquoi il était sur un bateau? Est-ce que j'ai halluciné ça? Je le sais pas. Okay. Mais c'est vraiment... tu vois, c'est les éléments que je connais. Oui. Il est mort, antivirus, bateau. C'est les trois choses. OK. Ben, à date, oui, c'est tout vrai. C'est tout vrai, mais il y a beaucoup plus que ça, je dirais. Parfait. Fait que j'ai bien hâte de découvrir ça. Notre dernier épisode en série avant la saison 2. Fait que Colin, t'es en charge. Écoute, j'ai rien d'autre à dire. Ah oui, c'est vrai. Si vous voulez nous encourager pour manger les riches, c'est coffee.com/manger les riches. Donc, ko-fi.com/manger les riches. On travaille à la saison 2 qui sortira... écoutez, je vous parle de la saison 2 à la fin de l'épisode. OK, fait que vous n'aurez pas le choix de rester. Tu vas-tu dire c'est quoi? Tu vas-tu dire des trucs? Je pense que je vais dire c'est OK, parfait. Ouais, je pense que je vais dire. Je pense que les gens ont genre 3 options de qui ça peut être la deuxième saison, mais oui. C'est pas Mark Zuckerberg, fait que je vous donne ce tease-là et restez jusqu'à la fin pour savoir ça sera qui. OK. Parfait, mais écoute, moi je suis tout à toi, Colin. Je suis excité, on dirait, d'être dans le rôle du receveur. Oui, ben j'ai vraiment hâte de t'en parler parce que honnêtement, au fur et à mesure, moi c'était vraiment plus crunchy que je pensais. Là. Oui, fait que tu l'as dit, John McAfee, c'est le créateur du fameux antivirus qui est installé par défaut sur plein de PC puis duquel on peut pas se fucking débarrasser. Oui. C'est vraiment une plaie pour beaucoup de monde. C'est un peu un running gag, là. C'est le YouTube des programmes informatiques, là, le McAfee antivirus. D'ailleurs, mais je t'annonce que ce programme-là, c'est probablement une des affaires les moins pires que John McAfee a fait dans sa vie. Je vais fonctionner en ordre chronologique pour l'épisode d'aujourd'hui, mais je veux faire un disclaimer. C'est certain qu'il y a des erreurs qui vont s'être glissées à quelques endroits. Ok, parce que premièrement, je suis pas journaliste. Ok, je suis un peu sloppy. C'est pas mon travail dans la vie d'être journaliste. Ça me permet notamment d'utiliser des termes comme génocide. C'est quand même pratique aussi. Mais aussi parce que John McAfee, il y a des périodes de sa vie qui sont très très vagues. Qui a la fâcheuse tendance de constamment mentir en entrevue, un peu par narcissisme, je vous dirais, un peu aussi pour des raisons légales parce qu'il essaye de sauver de poursuites potentielles, et aussi un peu parce qu'il y a des problèmes de consommation de bath salt. C'est dur, il est très dur à suivre en entrevue, fait qu'il y a peut-être des petits trucs chronologiques qui vont s'être... OK, fait qu'un milliardaire narcissique, menteur, avec des problèmes de drogue, à date, il est pas unique. Non, mais attends, mais le bath salt, c'est un autre niveau quand même. C'est next level. Côté consommation, c'est next level par rapport à Elon Musk. Mais là, autre petit truc, j'espère que tu seras pas trop déçu, mais il est pas milliardaire. Il a jamais été milliardaire. Okay. C'est très difficile de savoir combien valait John McAfee de son vivant. Il y a eu un buyout de McAfee pour 100 millions en 94. Il a continué à faire de la business après. Aujourd'hui, l'entreprise est estimée à 14 milliards, mais il est plus propriétaire, même si son nom est encore stické sur les produits. Parce qu'il est trop mort pour être propriétaire. Même avant ça, il a été tassé. Il avait vendu, ouais. En 94, il a été tassé, puis il y a pas beaucoup d'entreprises qui voulaient être associées à lui à part avec son nom. Ah, j'ai hâte. Il a profité de la crise économique de 2008 pour faire croire qu'il avait perdu toute sa fortune dans l'immobilier, mais selon certains journalistes, semblerait que ce soit un mensonge inventé parce qu'il y avait beaucoup de poursuites intentées contre lui aux États-Unis. Sick. Il a notamment dit en entrevue que quand on est riche, on se fait tout le temps poursuivre aux États-Unis. C'est probablement pas faux, mais moi j'ajouterais aussi que tuer des gens de façon plus ou moins directe, ça aide pas non plus pour avoir des poursuites. Oh shit, ok. Mais donc c'est ça, c'est pas un milliardaire. John McAfee est un vulgaire centimillionnaire, multi-centimillionnaire, mais honnêtement, c'est une histoire qui est juste tellement crunchy, fallait qu'on en parle. Voyez ça, si vous êtes déçu qu'il soit juste millionnaire, puis vous êtes comme, moi j'haïs les milliardaires, mais je suis vraiment correct avec les gens qui ont juste 200 millions. Voyez ça comme un épisode de True Crime, ok? Juste parce que c'est tellement beaucoup d'affaires crunchy. Ouais. Mais là, maintenant qu'on sait qu'on peut faire des épisodes sur des non-milliardaires, Luc Poirier, il a chaud, là, il est comme... Mais il se market pas comme un milliardaire, Luc Poirier. Je pensais que c'était ça le concept. Je pensais que c'était le milliardaire québécois. Non, c'est son objectif, là, d'atteindre le milliard. Mais semble qu'il est rendu à comme 800 millions, là.
ok, mais pourquoi on fait des documentaires sur lui? Il est même pas milliardaire. C'est de loser. Parce que PKP veut pas parler de sa richesse. Ça, pis oui. Mais pendant ce temps-là, Saputo est comme super riche, ça n'a pas de bon sens, mais ok. Ouais, anyway, on reviendra, oui. John McAfee, né en 1945 en Angleterre, dans une base militaire américaine. Son père était soldat américain, sa mère était une femme britannique. Ils ont déménagé quand il était très jeune aux États-Unis. Il a grandi à Salem, en Virginie. Son père était un alcoolique violent qui s'est enlevé la vie avec une arme à feu quand John avait 15 ans. Dans un documentaire Netflix qui s'appelle Running with the Devil, il y a, qui est d'ailleurs je vais parler de mes sources vraiment rapidement maintenant. Il y a un documentaire qui est sorti en 2016 de Showtime qui s'appelle Gringo, qui parle de John McAfee, qui est super intéressant. Il y a un documentaire Netflix qui oublie beaucoup d'informations qui s'appelle Running with the Devil, qui est sorti probablement en 2024, et plusieurs articles, notamment de Financial Times et de Wired, qui ont servi de source pour cet épisode-là, et 2 épisodes de l'excellent podcast dont on est fan qui s'appelle Behind the Bastards. Oui, nos pères spirituels, ils le savent pas, ils nous connaissent pas. Mais c'est un peu la même formule que ce Comme le père à John McAfee, ils nous connaissent pas. Donc oui, dans Running with the Devil, qui est un documentaire de Netflix, il y a un ghostwriter qui a travaillé avec John McAfee pour écrire son autobiographie qui est jamais sortie en fin de compte, qui fait entendre un enregistrement qu'il a fait avec John, dans lequel John dit qu'il a comme sous-entendu qu'il aurait peut-être assassiné son père quand lui avait 15 ans, puis qu'il aurait monté la scène pour que ça ait l'air d'un suicide. C'est des allégations vagues. À ce moment-là, John était déjà mort, il n'y a jamais eu d'enquête sur ce sujet-là, fait que c'est vraiment juste des allégations, mais c'est comme un sous-entendu d'un audio de John lui-même. Holy shit! Oui, mais c'est ça, mais c'est comme un pseudo-meurtre dans les années 60, dans une région reculée un peu. Oui, c'est ça. C'est comme. Je pense que c'est pas impossible, mais either way, même si. Mais shit, c'est quand même intense. Hein? Oui, c'est une drôle de façon de commencer ta vie. Mais même si c'est pas le cas, c'était un père qui était super violent avec lui et avec sa mère. Il y a beaucoup de traumatisme lié à cet homme-là. Il a dit en entrevue que mon père est tout le temps présent avec moi dans toutes les relations que j'ai, dans tous les problèmes de confiance que j'ai avec les gens. Il est tout le temps présent. Fait que c'est sûr que c'est un gros poids qui est sur ses épaules. Oui, puis même si c'est pas vrai le fait qu'il a dit ça, mettons, on s'en dit quand même long de genre. Pourquoi tu dis des affaires de même si t'as pas une relation fucking tordue avec ton père? Oui, c'est ça. Même comme si non, en vrai, c'est moi qui l'ai tué. Sous-entend, c'est ça. Oui, ça, c'est un très bon point. Ouais. Pendant ses études, John vend des magazines en porte-à-porte. C'était apparemment super payant parce que il faisait croire aux gens qu'il avait gagné un abonnement gratuit puis qu'il fallait juste qu'ils payent le shipping puis le handling. Okay. C'était vraiment un scanner web avant le temps. Ouais. Là. Ça, c'est dans les années 60. Ouais. Mais dans les 50, même 60, ouais. Un vieux scam. Ouais. Vieux scam. Puis ça fonctionnait super bien. Buvait allègrement déjà à cette époque-là. Mais il était très bon dans ses études. Il étudiait en mathématiques. Il a obtenu son bac de l'Université de Virginie en 67. Il a ensuite commencé son doc au Northeast Louisiana State College, où il a rencontré sa première femme, une étudiante du premier cycle de 18 ans. Il a d'ailleurs été renvoyé de l'université en 68 à cause de cette relation-là avec cette étudiante-là de premier cycle. Mais il était un peu... Lui, il avait 23 ans à ce moment-là? Lui, il était au doc. Il était en train de faire son PhD. Mais 68, il est né en 45. Il est né en 45, ça c'était en 60. C'est qu'il avait 23, avait 18 ans, c'est quand même pas l'affaire la plus crazy que j'ai entendue. Non, mais c'est pas une affaire d'illégalité, parce qu'elle était majeure de toute façon. Oui. C'est vraiment une affaire de relation de pouvoir, parce qu'elle était... C'est comme genre, lui était chargé de cours pour... Ouais, ok, je comprends. Ce qui est pas une mauvaise chose qui a fait ça, mais ça me surprend. Honnêtement, moi j'étais au cégep en 2000, puis il y avait des profs qui couchaient avec leurs étudiants, puis qui se faisaient pas renvoyer. Fait que je sais pas, honnêtement, je sais pas... Il faut coucher avec qui et dans le bureau de qui en 68 pour se faire crisser dehors de ton université. Oui, c'est ça. C'est pas tant qu'il a couché avec, c'est qu'il a fait une position funky, genre. Mais je pense que c'est ça. Je pense que ça a dû être... Là, c'est 100% moi qui sous-entends, mais je pense que c'est comme dans les lieux de l'université ou quelque chose comme ça, parce que c'est quand même sérieux qu'il soit ça fait passer. Ils l'ont fait de Guy, puis ils ont fait non, ça, c'est Satan. Oui, c'est ça, c'est juste la part. Faites du missionnaire chez vous comme vous voulez, mais pas dans ces positions-là. OK. Après s'être fait renvoyer, il y a eu plusieurs emplois comme programmeur. Il a notamment travaillé pour la NASA et pour Xerox. Et pendant cette période-là, il vit sa première arrestation, son premier problème avec la loi. Il se fait arrêter pour avoir acheté du weed. Okay. En 68, OK? Imagine à quel point il faut que tu sois à chier pour acheter de la drogue quand t'es un homme blanc qui se fait arrêter en 68. C'est
c'est pile flower power. Tu se faire arrêter pour acheter du weed, c'est quand même... Ben, sa défense, il est dans le sud des États-Unis, tu sais. Oui, mais c'est peut-être... c'est peut-être super ça, là. Je vais lui donner un point. Mais attends, je l'haïs pas, là, à part qu'il y avait un abus de pouvoir clairement dans sa relation. Je suis comme, OK, fume du weed, t'étudies en maths, OK, ça ouais, non, il y a plein d'affaires super intéressantes. Puis honnêtement, même dans les gens qui ont suivi sa vie plus tard, il est devenu un peu une légende vivante. Il est intéressant, mais il y a des affaires vraiment longues qui vont me déranger. Oui, mais je suis pas sénère déjà. Tu m'as dit qu'il a peut-être tué quelqu'un, là. C'est ça. Il se fait renvoyer d'une entreprise à ce moment-là. Il ment dans son CV et il applique pour optimiser des routes de train sur des ordinateurs IBM à l'époque. Okay. Et il commence à expérimenter avec le LSD au travail. Okay? Au travail, super. Au travail, quand sa job, c'est de réorienter des routes de train, optimiser les routes. Fait que tu peux quand même fucker tes affaires puis qu'il y a 2 trains qui se foncent. Il s'en calisse. Oui. OK, malade. Et il perd aussi cette job-là éventuellement. En fait, il va plus se présenter à cette job-là parce que il y a un jour où il choisit de faire du DMT au travail. Tu sais quoi du DMT? Je suis vraiment pas un consommateur de drogue. J'ai déjà entendu ce nom-là, mais je pourrais même pas te dire c'est quoi. C'est une drogue qui est supposée être vraiment intense parce que notamment c'est ça que ton cerveau produirait dans les derniers moments avant la mort. Fait que les derniers moments de vie. Super, OK. Puis apparemment c'est hyper intense mais très très court et c'est devenu un running gag aussi parce que Joe Rogan en parle tout le temps dans ses podcasts. Hey, dude, t'as déjà fait du DMT en tout cas. Il a fait du DMT au travail, il a fait une ligne, il a rien senti et il a choisi tout de suite après de finir le sac au complet. Et selon un article, c'est un homme très impulsif. OK, vous allez le comprendre assez vite. Et selon un article de Wire, il a dit "Within an hour, my mind was shattered." Donc mon esprit était éclaté. Ouais. Il dit que les gens ils posaient des questions, ils comprenaient pas du tout les affaires, les horaires de train sortaient sur son ordi, il comprenait rien pantoute. Il s'est finalement retrouvé derrière une poubelle au centre-ville à entendre des voix et à espérer que personne le regarde. OK? Exactement ce que ta mère pense qu'il va se passer si tu touches à la drogue une fois dans ta vie. Si t'as fumé un joint dans un party d'harmonie. Oui, là. exactement. Et techniquement, il s'est jamais fait renvoyer de ce job-là. Il s'est juste plus jamais présenté au travail. Une chance pour les trains et les passagers, je vous mentirai pas. Et mais je sais pas pourquoi il a réussi à quand même à évoluer. Honnêtement, les années 80, je vais en parler après, c'était quand même surprenant ce qui était prêt à laisser aller les entreprises. Il a trouvé le moyen de un peu plus tard se faire engager comme chef ingénieur dans une entreprise qui s'appelle Omex, OK? Okay. Il dit que c'est une période où lui consommait énormément, il devait cacher sa consommation à sa mère et à sa femme, mais que dans le milieu du travail, il y a plein de monde qui consommait ouvertement, il avait pas besoin de le cacher du tout. Même qu'en 83, quand il était ingénieur en chef, il vendait de la cocaïne à ses employés. C'est wrong à plein de niveaux parce que t'encourages la consommation de tes employés, mais en plus, il y a une relation de pouvoir de oui. Hey, veux-tu m'acheter? Achète-moi un corps, sinon je te renvoie. Oui. La beauté d'être un baby boomer, hein? Tu pouvais faire ce que tu voulais. Tellement facile, ça n'a aucun sens. Continuer à progresser dans le monde corporatif, c'est malade. Fait que consommait comme un malade, beaucoup de cocaïne. Au moment où ça c'est lui qui dit ça en entrevue, au moment où il sentait qu'il était trop high pour se concentrer, il se calmait en prenant des Quaaludes qui sont un somnifère. S'il s'endormait, il refaisait de la cocaïne. Fait qu'il surfait tout le temps sur la zone de travail optimale. Il avait un équilibre là, dans son affaire quand même. Et il dit que l'après-midi, il buvait du scotch, mais seulement l'après-midi. Parce que j'en boirai pas avant midi, j'ai quand même des standards. Mais à midi, il souffle sa bouteille en disant il est 5 heures quelque part. Mais il est déjà coqué out of his mind. Je suis pas un épave, je bois pas du scotch à 11h le matin. On rit, mais c'était une période très sombre de sa vie. Okay? Il a perdu des emplois, il s'est séparé aussi. Et à un moment donné, il a envisagé le suicide et il a décidé d'aller voir un thérapeute qui l'a envoyé chez les alcooliques anonymes. Et apparemment, ça a été un déclic, ça a été hyper aidant pour John. Il se remet sur pied et, d'après lui, à partir de 1983, il ne consomme plus jamais ni drogue ni alcool. Mais ça, c'est sa version, OK? Ça vient justement d'un article dans lequel
où il discute avec un journaliste et pour faire comprendre aux journalistes que la vision d'une personne et de l'autre ont pas exactement la même réalité, il prend un gun loadé qu'il met sur sa tempe et il tire toutes les balles pendant que le journaliste est comme t'as pas besoin de faire ça, qui est complètement terrifié. Puis le but de tout ça, c'est comme de prouver hey, ta perception, finalement il y avait pas de balles loadées dedans. Fait que ta perception de la réalité est pas vraiment ma perception. Tu comprends un peu le point, ce qui est vraiment une drôle. Mais j'ai eu cette réflexion-là à genre 4 ans en me disant ce que moi j'appelle du bleu, c'est peut-être pas le même bleu que quelqu'un d'autre voit. Et j'ai pas eu besoin de terrifier un journaliste en faisant semblant que j'allais me gonner. Il a jamais admis qu'il a reconsommé plus tard dans sa vie, mais il y a beaucoup d'indices. C'est pas la vibe d'une personne sobre. D'ailleurs, au minimum des séquelles d'une autre consommation. Oui, là, mais il va avoir autre chose. Il va avoir plus. D'ailleurs, l'affaire de la fausse balle avec le gun, il a fait semblant de se tirer 2 fois avec le même journaliste dans des moments de discussion différents. Fait que ça donne vraiment l'impression que ça, c'est comme son moyen de gagner un argument. Dès que quelqu'un s'obstine avec lui, il est comme non, tu vois pas les choses comme moi, passe-moi mon gun, je vais te le prouver. Puis c'est comme son moyen de s'obstiner avec le monde de faire semblant de me tirer dans la tempe. Donc, dans cette période-là, il se remet sur pied. Il a été éventuellement engagé chez Lockheed, qui est une compagnie d'aérospatiale qui, en 95 a fusionné pour devenir le plus gros producteur d'armes au monde, Lockheed Martin. Ouais. Chez Lockheed, il tombe sur un virus informatique qui s'appelle le Pakistani Brain. OK. Ça sonne un peu péjoratif. Quand j'ai vu ça, je me suis demandé si les virus informatiques avaient des noms plus politiquement corrects en 2025 maintenant. Mais j'ai fouillé, puis finalement, c'est l'histoire la plus adorable du monde. OK. C'est un des premiers virus informatiques qui a été créé puis ciblé pour les PC. Okay. Ça a été codé par 2 frères au Pakistan en 1986. Ils voulaient pas attaquer quoi que ce soit, d'ailleurs. Ils voulaient juste voir si le code qu'eux avaient écrit pourrait voyager. Donc, dans leur code de virus, ils ont aussi inclus leur nom, leur adresse et leur numéro de téléphone. Ah, c'est adorable. C'est comme une bouteille à la mer. Ouais. Puis, après 1 an, apparemment, ils ont commencé à avoir des appels. Ils ont appelé ça le Brain parce que c'était le nom de leur magasin d'informatique au Pakistan. Et après 1 an, ils ont commencé à avoir des appels parce que le virus avait énormément voyagé à travers le monde. C'est une époque pré-internet, fait que honnêtement moi je comprends pas comment un virus peut voyager aussi facilement. Fait que c'est via genre des floppy disks ou des trucs comme ça, mais c'est ça c'est vraiment rendu... Des floppy disks, ouais, des floppy disks. Floppy disks. Ils peuvent être sloppy aussi. Donc John tombe sur ce virus-là à cette époque-là et il décide de créer quelque chose pour lutter contre cette menace qui est absolument pas une menace en fait. Il crée un programme, un logiciel qui supprime automatiquement les virus, qui s'appelle VirusScan, et il fonde sa compagnie McAfee & Associates à ce moment-là pour commercialiser le produit. Il y a une méthode de mise en marché vraiment intéressante. Il donne gratuitement le logiciel aux particuliers dans l'espoir que eux vont finir par l'utiliser dans leurs entreprises et que les entreprises vont y payer des frais après ça. Okay. Ce qui est 100% la technique de marketing d'un dealer d'école secondaire là, je vous le donne gratuitement éventuellement puis quand vous voyez que c'est vraiment utile, vous allez me payer ensuite. Mais ça a quand même fait école parce que moi je me rappelle quand j'étais ado, à ce temps des antivirus, le monde télécharge plus ça tant que ça parce que genre non, ça vient avec puis t'es pogné avec. Les trucs mais aussi la suite d'antivirus dans Windows est rendu vraiment plus performant que ça, là. Mais je me rappelle, au secondaire, moi, c'était Avast, là, que tout le monde downloadait sur son ordi, qui est un antivirus gratuit, puis c'était exactement ça le modèle. C'était genre, il est gratuit pour les particuliers, mais là, si t'es habitué à ça, maintenant, dans l'entreprise, il y a un abonnement payant, Puis apparemment... Fait que c'était quand même visionnaire, son truc, là. Oui. Il a fait une couple de moves vraiment intéressants de business et de tech, vraiment, vraiment surprenant. Et puis ça fonctionnait super rapidement et surtout quand les entreprises commençaient à l'utiliser, des fois même c'est eux qui le contactaient pour dire hey, on peut-tu payer des frais d'utilisation parce que c'est plus nous on a plein d'argent de toute façon on est une business puis c'est plus rassurant pour nous de payer un fournisseur pour qu'il puisse nous offrir des services puis faire un suivi après que juste d'utiliser un logiciel gratuit. En quelques années, il y a 30 millions d'utilisateurs et la moitié des compagnies du Fortune 500 utilisent son logiciel. Au début des années 90, John fait 5 millions par an avec McAfee. 5 millions par année. 5 millions par année. À lui, personnellement. OK. Ben, c'est beaucoup, mais c'est pas démesuré contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui. Non, mais c'était aussi une autre époque. C'était le début de la tech. Il y a personne qui explosait tant que ça en tech, mais oui. Il devient à cette époque-là très médiatisé.
ça devient la référence dans les médias pour tout ce qui est question de virus informatique. Puis il mousse les risques à fond. Il y a un côté scammer qui est un constant dans toute sa vie, là. Il a écrit un livre sur les dangers des virus informatiques. Il en parle tout le temps, il dit que c'est super dangereux, mais clairement, il y a un avantage financier aussi avec ça. Au début des années 90, il y a un chercheur australien qui tombe sur un virus qui s'appelle le Michelangelo. Okay? C'est un virus qui s'attaque aux ordinateurs, mais qui est relativement inoffensif, qui est pas particulièrement plus dangereux que les autres. Mais John trouve que ça a un vraiment bon potentiel médiatique comme nom, parce que ça sonne bien comme virus. Fait qu'il fait la tournée des médias en disant le Michelangelo va détruire tous les ordinateurs, c'est le plus gros virus, c'est un risque pour toute la suite de l'informatique. Et c'est le seul expert médiatisé à l'époque. Fait que tout le monde le croit, puis il en profite pour sortir une version spéciale d'un logiciel McAfee, juste pour neutraliser le Michelangelo. C'est malade. Ouais, c'est un gars de marketing au final. L'antivirus prenait juste quelques secondes pour scanner le système parce que il s'attaquait à un virus qui était vraiment, vraiment simple. Mais McAfee a demandé à ses programmeurs de s'arranger pour que ça prenne 10 fois plus de temps parce qu'il voulait que les gens qui achètent le logiciel puissent voir la bande qui load puis qu'ils soient comme j'ai bien fait d'acheter ça là, mon système était était tout infecté de Michelangelo. Sinon t'as l'impression que ça a rien fait. Ben, c'est ça, sinon t'as l'impression que t'as payé pour rien en fait. C'est bon. Donc là, il se répand encore plus. À ce moment-là, McAfee devient un des programmes les plus populaires. En 92, l'entreprise devient publique et je sais pas comment ça fonctionne non plus les affaires de coter en bourse puis d'aller public, mais quand ils font leur IPO, donc quand ils font leur entrée en bourse, ils récoltent 42 millions dans leur première ronde. Je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais... Ça veut dire qu'ils vendent des parts, dans le fond. Pour l'équivalent de 42 millions. Ouais, exact. Fait qu'ils font comme... Hey, nous autres, on pense que notre entreprise, elle vaut 42 millions, mettons. Là. Fait qu'on va vendre, je sais pas, puis après ça dépend quand c'était composé, là, mais genre 4,2 millions d'actions à 10 piastres chaque, mettons. Mais là, après ça, c'est un travail d'évaluation de genre, est-ce que le marché est d'accord avec l'évaluation que tu as faite? T'sais, si tu leur offres 4,2 millions d'actions à 10 piastres, est-ce qu'elles vont trouver preneur? Parce que ça se peut aussi que tu réévalues puis que le monde ne veut pas payer ça. Puis ça se peut que tu sous-évalues aussi. Si, tu sais, comme à cette époque-là, quand tu sais pas le... Je pense que ça se peut que tu sous-évalues puis finalement, ça vend plus que tu penses. Ben, ça vend plus vite que tu pensais, ouais. L'affaire des rondes, c'est qu'après une première ronde, tu peux décider de reloader plus d'actions. Exact. Mais ça fait baisser le prix de tes premières actions que tu as. Ça dépend. Mon Dieu, puis après ça, je suis pas un expert en bourse non plus. Là. Mais ça dépend. Tu peux soit les prendre dans tes parts, mettons, qui avait fait, hey, je vends 60% de l'entreprise, tu sais, dans la première ronde, mettons. Puis là, tu vas faire, hey, je vais revendre un autre 20% sur le marché de la bourse, mettons. Ça peut être ça, mais des fois, ça va être une entente qui va être prise. Puis là, il faut que ça soit approuvé par l'Assemblée, là. Mais genre, on va diviser les actions qui existent déjà, mettons. Oui, oui. Fait que les gens qui ont acheté des actions vont aussi recevoir une part, mais leur action va valoir moins maintenant, tu sais. Je comprends. Voilà. C'est la fin de mon cours d'économie. Merci, très B.A.B. là. À ce moment-là, donc, ça devient une entreprise plus legit, avec une gestion complexe, avec un conseil d'administration, des gens à qui il doit répondre. Ouais. Et les investisseurs sont pas super à l'aise avec le comportement de John, qui est, on s'entend, pas l'affaire la plus corporate ever, même si le gars a des bons flashs. Notamment, apparemment, pendant ces années à la tête de McAfee, il y avait des compétitions sexuelles au bureau. Ok, la formulation en anglais c'était In-Office Sex Contest. Fait que je sais pas qu'est-ce que ça implique. Moi, j'ai l'impression que la formulation, ça sous-entend qui a couché le plus de fois au bureau, genre. C'est comme si on... Probablement, oui. Mais c'est comme vague et étrangement précis en même temps. Hey, je veux pas body shamer, là. Mais c'est sûr que c'est un bureau rempli de nerds en informatique, genre du monde qui ont étudié en maths dans les années 80. Et surtout, en particulier à l'époque, c'est des programmeurs. C'est sûr que c'est 98,888% des hommes, là. Puis de 2 femmes terrifiées à la comptabilité. Aïe aïe. Mais ouais. Mais en même temps, je m'attendais pas à ça. Si tu me parles de McAfee, le programme informatique, je m'attendais pas à ça. Là. C'est comme si tu me disais, hey, t'as-tu entendu parler des hosties d'orgie qui se passent chez IBM? Genre, c'est très surprenant. C'est pas là que tu t'attends. Ouais. Donc, en 94, à 47 ans, il se fait plus ou moins renvoyer de son entreprise. Okay. Il décide de cacher ses actions pour environ 100 millions à ce moment-là. Il s'achète un compound au Colorado avec un manoir et il s'achète tout ça pour la valeur de 25 millions à l'époque. Yeah. Il continue à investir dans la tech. Il s'intéresse beaucoup aux cultures orientales et autochtones à cette période. Il a d'ailleurs fondé une entreprise nommée Tribal Voice qui avait un logiciel un logiciel qui s'appelait Powwow. OK?
Ça d'ailleurs, mais ça aussi c'est un bon flash à part les choix esthétiques et les noms d'entreprise. Ouais. C'était le premier logiciel de messagerie instantanée. Okay. C'est quand même une idée de génie à l'époque, en 95, peut-être 97, dans les premiers temps d'Internet. C'est comme MSN Messenger, mais où tous les icônes, c'est genre des tipis ou des aigles ou des affaires de mauvais goût. Pour vrai, c'était ça, là. Je sais pas si c'était vraiment ça, mais il utilisait l'esthétique, oui, l'esthétique autochtone. Le pire, regarde, je vais faire, le diable n'a pas besoin d'avocat, mais je vais faire l'avocat du diable. Je pense pas que c'est de l'appréciation culturelle. Je suis sûr qu'il y a pas genre 80% de ces programmeurs qui sont autochtones. Non, c'est pas du tout là où je m'en allais. Je pense pas que c'est respectueux. Je pense qu'à cette époque-là, on se préoccupait beaucoup moins de ça. Ben oui, on aurait dû, mais je pense qu'on s'en préoccupait moins. Et je peux comprendre que le power, c'est l'idée genre de la communion. Tu sais, il y a de quoi avec la communication quand même qui est thématiquement logique, mettons. Mais après, tu sais, je veux dire, c'est super réducteur. Aussi, genre, je vais pas donner une scène à personne d'autochtone, mais je vais utiliser toute leur culture pour l'image. Tu sais, comme tout ça, pas de bon sens. Oui, mais je comprends ce que tu veux dire. Puis j'aime que tu dises, ah ouais, je comprends l'idée de la communication. Puis quand tu sous-entends ça, ça donne vraiment l'impression que le logo pour lancer le programme, c'est genre une affaire de nuages de fumée. Là. C'est probablement dans ce genre de direction là. Ça, oui. Il a quand même pu vendre cette entreprise-là éventuellement pour 17 millions un peu plus tard. Il est aussi devenu super intense avec le yoga dans cette période-là. Il a ouvert une retraite de yoga sur son compound au Colorado. Honnêtement, ce gars-là est passé tellement de fois dans sa vie à un cheveu de fonder une secte. Je suis vraiment surpris que ça soit pas arrivé. Là. Il y a vraiment cette vibe-là de comme hyper narcissique, mais aussi très charismatique, rassembleur, capable de visiblement intelligent aussi, oui, là, tu sais. Ça c'est sûr. Ça nuit pas, là. Il a d'ailleurs écrit plusieurs livres sur la pratique du yoga et aussi sur des weird interprétations de spiritualité orientale. Fait que si vous cherchez les livres de John McAfee, en fait, il y a un livre sur les virus informatiques, puis 5 livres sur le yoga et des affaires weird. Ces livres sont encore en vente sur Amazon. Là, je vous lis la description d'un livre qui s'appelle Beyond the CD. OK? Je ferme mes yeux, je me laisse porter, oui. Une approche éclairante et radicale de la section des pouvoirs surnaturels des sutras de Pantajali. La télépathie, les voyages dans le temps, la lévitation et la perception extrasensorielle font partie des siddhis discutés en profondeur. C'est une période où apparemment il était sobre, mais il a vraiment l'air d'utiliser le yoga comme il utilisait les psychotropes avant. Là. C'est comme un moyen de sortir de mon corps. C'est un homme qui a pas un focus très très long. Il a des passions de courte durée. Éventuellement, il se tanne un peu du yoga et il se découvre une nouvelle passion qui est le aérotrekking. Je sais pas si t'as déjà entendu parler du aérotrekking. Absolument pas. Ok, c'est des petits, c'est comme des motos avec des ailes, c'est des mini avions. Qui ont pas de cockpit, qui ont souvent des ailes faites en toile. Fait que c'est comme un petit truc vraiment léger. Tu peux voler jusqu'à 500 pieds, je pense. Okay. C'est bon, en tout cas, tu peux voler à une certaine hauteur pour des petites distances et il triple là-dessus en malade et il fonde avec sa blonde de l'époque un groupe et une école qui s'appelle les Sky Gypsies. Ah, for fuck's sake. Je sais, je me demandais si tu réagirais. Est-ce qu'il a fondé une entreprise dont le nom n'était pas un peu raciste après McAfee? Non, c'est ça. Il y a son nom, puis après ça, il réutilise les cultures des autres. Mais en plus, en tout cas, là, je vais même pas répéter le mot, là, mais tu sais, le mot Angers, genre, c'est un mot super, genre, c'est l'équivalent du N-word pour les populations roms, mettons. C'est vraiment péjoratif. À ce moment-là, il achète plein de segments de terre dans le désert américain pour construire des petits aéroports. Parce que justement, ce qui est nice avec c'est super beau pour voir des paysages, apparemment le aérotrekking, mais tu peux seulement faire des petites distances. Fait qu'eux, au début, ils étaient pognés pour juste tourner autour des aéroports. Fait que lui, il achète plein de petits trucs de terre pour faire une suite d'aéroports où tu peux comme te promener un peu dans le désert. Ça a l'air le fun, ça a l'air d'une bonne façon de se tuer, mais ça a l'air le fun. On y vient dans pas long, ok? C'est une bonne façon de se tuer ou de tuer accidentellement des personnes de ton entourage. Il crée une communauté quand même grande à l'époque, qui est constituée surtout d'autres riches retraités à la recherche d'émotions fortes, un peu comme lui. Fait que, il forme un truc qui est un peu comme un club et une école de vol. En 2006, le neveu de John, qui a 21 ans à l'époque, et qui travaille pour John dans cette école-là, il forme un nouveau membre, qui est un homme dans la soixantaine. C'est pas clair qu'est-ce qui s'est passé exactement, mais eux, pendant un vol, s'écrasent et tous les deux décèdent.
Ça a été su plus tard, d'ailleurs, que le neveu de John, qui était son employé, justement, avait un certificat de pilote sportif, mais pas un certificat traditionnel de pilote. Techniquement, ce que ça fait, c'est que si t'as un certificat de pilote sportif, tu peux, sur ton propre temps, apprendre à des amis à voler, mais tu peux pas professionnellement enseigner le vol. Fait que c'est comme dans une zone grise. Lui, il travaillait pour l'école, fait que c'est vraiment pas clair. C'était légalement un peu douteux à ce moment-là. Et John sentait qu'il y aurait peut-être des problèmes légaux à ce moment-là. La famille de l'homme qui est décédé commençait à s'organiser, commençait à poser des questions puis à voir s'il n'y avait pas des poursuites qui pouvaient être... Ça, c'est l'inconvénient quand tes clients sont tous riches. Leurs familles sont riches et ils connaissent des avocats. Oui, ils connaissent la game. Et riches et un peu moins riches que toi. Fait qu'ils sont comme, ah oui, en plus. Oui, on peut le saigner, oui, c'est ça. Lui, il va avoir du cash. Un peu plus tard, quelques années plus tard, la crise de 2008 explose, la crise immobilière de 2008. Fait que là, ça fait une dizaine d'années qu'il est semi-retraité. Là. Oui. Il fait des entreprises racistes. Depuis 94, il est parti de McAfee et Associates. Puis il a fait un peu de business, mais on and off. Puis là, on est 12 ans plus tard. OK. On est 14 ans plus tard maintenant. Ouais. À ce moment-là, il en profite pour redevenir très médiatisé. Ça, j'en ai parlé un peu en début d'épisode, mais il dit dans plusieurs articles qu'il avait investi toute sa fortune dans l'immobilier de luxe, puis que maintenant il est ruiné. Il a admis un peu plus tard qu'il s'est rendu compte qu'il allait être poursuivi pour différentes choses, mais notamment par la famille de l'homme qui venait de décéder dans son école d'aviation. Donc, il liquide tous ses avoirs aux États-Unis et il part vivre au Belize. Parfait. Donc, il quitte les États-Unis entre 2008 et 2010 pour. Fait que c'est là que sa phase pirate commence. Là. Oui, ben c'est là que c'est tout le temps de pire en pire en fait. Tout empire jusqu'à temps qu'il meurt. Jusqu'à temps qu'il meurt, oui. Oui, parce que tout ce que tu me dis là, je m'excuse si j'ai volé le punch dans les 2 premières minutes du podcast qui était mort, mais on dirait que c'est la seule trajectoire possible de toute cette histoire jusqu'à maintenant. Ah, ben si, oui. Cet homme va mourir jeune et de façon étrange. Ben 100% étrange, mais pas si jeune, honnêtement. Okay. Non, pour la vie qu'il a eue, j'aurais vraiment cru qu'il serait mort beaucoup plus tôt que ça. OK. Oui. Pour ce côté-là est impressionnant. Il survit longtemps des affaires qui n'ont pas de bon sens. Quand il quitte les États-Unis, il s'en va au Belize, ça on le sait maintenant, mais à l'époque, il l'avait pas marketé comme ça. Il était encore un peu connu, fait qu'il y avait encore des entrevues avec lui, des journalistes qui y parlaient. Il disait jamais exactement où il était, il disait qu'il était à des places différentes en Amérique centrale ou en Amérique du Sud. Et sur Facebook, il commençait à mettre des photos de lui puis à mettre des localisations de lui un petit peu partout, notamment genre en train de construire des maisons au Guatemala ou des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il y a de vendre qui était en voyage puis qui se promenait puis... Plus ou moins, il y a aussi qu'il savait qu'il y avait des poursuites qui étaient intentées contre lui puis il a admis plus tard à un juge que ce qu'il a dit c'est ce que je me suis dit, c'est que s'il y a quelqu'un qui voulait serving papers, qui voulait comme me poursuivre, c'est plus drôle si il essaie de me servir des papiers au Guatemala où je suis supposément en train de construire des maisons que dans ma maison au Belize. C'est genre Carmen Sandiego. mais dans des entrevues, mais aussi juste sur son Facebook. Fait qu'il utilise son Facebook juste pour brouiller les pistes de... C'est super. C'est ça. Fait qu'il mentait dans cette période-là volontairement. Il y a un petit côté de moi qui l'aime. Je te mentirais pas. Oui, là. Je le comprends tout à fait. Je suis comme 80-20 en ce moment. 80 de genre, c'est une terrible personne, mais il y a un 20% qui est comme, Chris, il me fait rire. Mais, puis tu sais, je pense que ça te surprendra pas que un peu plus tard, il est devenu aussi un peu une légende pour les libertariens et les crypto bros. Et c'est ça. Il y a ce petit côté-là que ça va chercher du monde. Oui. Donc, il va vivre au Belize. À ce moment-là, il est dans la jeune soixantaine et il fait ce que tous les polytoxicomanes qui ont plein d'argent et qui ont peur de vieillir doivent faire à ce moment-là, c'est il commence à s'injecter de la testostérone parce qu'il a les moyens puis il a déjà fait subir beaucoup d'autres affaires à son corps. Il s'achète un manoir sur la plage et il vit là tranquillement, il se promène dans les bars, il chill au Belize, il fait plus du tout de business à ce moment-là. Un peu plus tard, il rencontre une médecin, une microbiologiste de 31 ans qui s'appelle Alison Adonisio, qui vient de finir ses études et qui vient d'avoir une offre de job à Yale et un financement de 3 ans pour des recherches. OK. Ça l'a fait un peu freaker à ce moment-là. Et elle a comme tout lâché ce qu'elle avait aux États-Unis, puis elle est partie 1 an au Belize parce qu'elle venait de finir son doc, elle voulait pas commencer sa vie à ce moment-là. Elle rencontre John dans un bar où elle jouait de la guitare. Okay. Puis pour chiller, lui, puis eux ils commencent à parler, puis elle parle de ses recherches, de le but, là j'entrerai pas dans les détails parce que je vais dire n'importe quoi, mais c'est de trouver des nouveaux moyens de repousser les bactéries qui sont pas des antibiotiques, et ça se faisait notamment avec certaines plantes qui se trouvaient dans la jungle. Ah, le mix parfait.
Fait que lui, oui, c'est ça. Une jeune femme géniale dans le domaine de la santé en crise existentielle, puis un vieux millionnaire fou qui a peur de mourir. Oui. Ils se sont trouvés. Instantanément, lui, il part sur une hostie de bulle. Il est comme, non, je vais financer tes recherches. On va partir d'une entreprise pharmaceutique dans la jungle au Belize. Ça va être incroyable. Il achète un terrain dans la jungle où il construit un nouveau compound. Là, on est à 2 compounds pour l'instant dans sa vie. Et il achète plein de trucs de laboratoire pour financer et encourager les recherches d'Allison. Dans une entrevue avec Fast Company qui a été faite en 2010, John présente ça comme... Il essaie de se présenter comme un vrai investisseur sérieux dans des recherches sérieuses pour trouver de nouveaux médicaments. Mais pendant l'entrevue, ça prend pas de temps qu'il dit que « Ah ouais, mais aussi on a comme élargi nos recherches puis on essaie de développer des nouvelles drogues de sexe. Okay. » Ce qu'il essayait de faire à ce moment-là, il a admis qu'il essayait de trouver un booster de libido pour les femmes. Puis la stratégie, comment il l'a vendu à Allison, qui était, elle, là pour créer des nouveaux antibiotiques. Allison, jeune génie de 31 ans, a pas le goût de coucher avec moi, vieux fou de 63 ans. Mais ça doit être un problème médical. Puis mais ça, c'est le fucked up de... Je vais te payer pour trouver une drogue pour que tu sois attiré par moi. T'as plus envie de coucher avec moi? Parce que je comprends pas comment tu peux pas être attiré par un vieux fou qui a le double de ton âge. Maintenant, je baisse mes culottes puis je shot-moi de la testostérone dans les fesses. Ah oui, je l'haïs maintenant, c'est beau. On est rendu à 90-10, là. Le but, comment il l'a vendu à Allison, c'est on va faire plein d'argent avec la drogue de sexe, puis ça va nous faire des rentrées d'argent pour faire tes recherches sur les nouveaux types d'antibiotiques. Lui, il est très oisif pendant ce temps-là. Lui, il fait pas activement des recherches en microbiologie. Pendant qu'Allison fait ses recherches, l'état général de John se détériore. Il commence à entraîner dans un bar / bordel de Orange Walk, qui est un petit village louche à quelques kilomètres du compound. Et une chose en amène une autre. Il tombe en amour avec une travailleuse du sexe de 16 ans. Oh, Seigneur, 95 points. Oui, c'est ça. Le switch se fait de plus en plus vite. Hein, c'est exponentiel. Là. Ah, même sans zéro, là, je te dirais. Là, ouais, fuck him. Là. Commence à vivre avec cette copine-là dans le compound. Cet enfant, oui. Okay. Cet enfant-là, oui, dans le compound. Ouais. Elle a admis à des journalistes qu'elle voulait initialement le voler. Hein? Elle a dit, come on, un milliardaire au Belize où les gens travaillent toute la journée pour des peanuts, qui voudrait pas le voler? Il me semble que c'est évident. Get that bag, ouais. Ouais, get that bag. Elle a malheureusement pas malheureusement. Ouais, ça finira pas bien. Elle a pas réussi à le faire. Ça finit pas bien tout de suite, ok? En tout cas, un soir chez lui, elle a essayé de le tirer avec son gun. Le but c'était de tuer John et de prendre son argent et de se sauver avec. Okay. Finalement, elle ose pas. Elle pointe puis elle hésite. Elle a peur un peu. John se réveille, il voit la scène, il attrape l'arme. Il y a un peu une escalade. Il y a un coup de feu qui part. Finalement, John réussit à reprendre l'arme et selon la version que John en a donnée lui-même à un journaliste... On n'a pas la même vision du monde puis essaie de se tirer. Excuse, oui, vas-y. Il réussit à y voler l'arme puis il dit qu'à ce moment-là, il a crié qu'il allait y confisquer son téléphone puis sa TV pour 1 mois. Oh. Puis elle aurait répondu en criant « Mais je t'ai même pas tué, ok? » Comment tu sais que t'as une relation de 1 hyper toxique et dysfonctionnelle et de 2 avec une personne beaucoup trop jeune? Quand c'est genre je vais te confisquer ton téléphone. Ta TV. Je vais te confisquer sa TV parce que t'as essayé de me tuer après que j'ai couché avec toi. Ah, arc. C'est une tragédie. Mais ils restent ensemble. Relation très dysfonctionnelle. John devient de plus en plus paranoïaque et il commence à engager des locaux armés pour y servir de garde du corps. Puis, je sais pas si t'as déjà eu un laboratoire clandestin dans la jungle du Belize, là, mais quand tu commences à armer plein de locaux, ça finit par se savoir, ça attire un peu l'attention et éventuellement en 2011, la police du Belize a fait un raid chez John parce qu'ils suspectaient qu'il faisait de la meth. En fait, dans le compound. Fair assumption. Oui, fair assumption. Selon un article de Wired, cette nuit-là, quand la police arrive, John est sorti de chez lui à poil avec un gun dans les mains. Oui. Puis quand il a réalisé que c'était la police, parce que vous voyez, au début il entendait des bruits, il était pas sûr c'était qui. Quand il a réalisé que c'était la police, il est rentré chez lui se mettre des shorts. Et il a accepté de se faire arrêter. Il a été emprisonné 1 ou 2 nuits. La police a récolté des armes, énormément de munitions et des cristaux qui finalement étaient pas de la meth. Ils ont jamais réussi à savoir c'était quoi les cristaux en question. John disait que c'était lié à ses recherches. Il n'y a pas eu d'accusation claire ni de confirmation c'était quoi les cristaux. Comme c'était pas de la meth comme les raisons pour lesquelles il était accusé, il a été libéré à ce moment-là.
J'avais pensé que c'était peut-être un truc spirituel, mais le fait qu'il a dit que c'est pour ses recherches, comme, ok, non, c'est une affaire de drogue. Non, des cristaux dans le genre, des cristaux dans le genre de la meth, pas des cristaux pas des quartz, là. C'est pas des roches, là. Il y a un journaliste qui a réalisé que pendant la même période, John était très actif sur un forum de drogue qui s'appelle Blue Light, qui est un forum pour des échanges d'informations, de consommation et de création de drogue, où il montrait des photos de setup de chimie et il demandait des conseils pour la fabrication de MDPV, qui est un bath salt, en fait, qui est une des drogues qui a été super popularisée il y a une couple d'années aux États-Unis parce que il y avait une personne qui avait mangé la face d'une autre personne, c'était devenu une espèce de panique morale. C'est ce type de procédé chimique là. Oui, c'est ça. C'était pas vrai que ça te faisait systématiquement manger des faces, là, je pense. Non, c'est sûr que non, mais pis c'était pas vrai que c'était si consommé aux États-Unis à l'époque non plus. Il y a vraiment eu un côté de panique morale à côté de ça, mais c'est pas une drogue que tu prends de façon récréative de même à la légère. Non, c'est ça. Ça a l'air hyper intense. En fait, pour les intéressés, l'animateur du podcast dont on parlait tantôt, Behind the Bastards, a une histoire de consommation de drogue assez large. Et il dit que lui en a déjà fait du MPVD, en tout cas. Et il dit que c'est comme du Angry Adderall qui t'aurait punché d'en face avant. Fait que c'est comme du speed agressif. OK. Comme drogue. Bon, mais écoute, je pense que j'ai trouvé ce que je fais samedi. Parallèlement à ça, là, je vous avertis, le timeline devient flou un peu. Dès que les bath salts entrent en scène, le timeline devient vraiment dur à suivre. Étonnant. Parallèlement à ça, lui, il choisit d'acheter un bungalow à sa blonde qu'il avait rencontré dans le petit village qui travaille au bordel. La fille de 16 ans. La fille de 16 ans parce que il pense que c'est mieux qu'ils vivent pas ensemble vu qu'elle essaie de le tuer dans la nuit. Valide. Oui, valide concern, je suis d'accord. Il installe dans un autre petit village, à quelques kilomètres du compound, un village de 1600 habitants. Fait que c'est une petite affaire qui s'appelle Carlemite. Éventuellement, elle commence à y parler du village. Elle dit, c'est dirigé par des gangs de dealers, ils font complètement la loi, il n'y a aucune autorité compétente, c'est le bordel complet, c'est le chaos. Un peu comme Trump parle du Venezuela en ce moment, qui est comme une affaire qui a aucune structure. Ou de Portland, Oregon. De beaucoup d'endroits, en fait, oui. Bon point. Ça tombe bien à ce moment-là parce que John se cherchait justement un nouveau hobby. Et sa nouvelle passion à ce moment-là, ça va être... C'est le shérif du village. C'est un petit peu ça. Ça va être de faire la loi dans le minuscule village du Belize. Il y a un journaliste qui est après ça allé voir le village puis qui a parlé aux résidents pour voir un peu comment ça se passait. Puis les résidents disaient oui, il y a toujours eu un peu de crime ici, mais parce qu'on est super pauvres, c'est des crimes mineurs, mais il y a jamais eu du gros crime organisé. Et les gens aussi ont dit, nous on était surpris parce que quand John est arrivé, on pensait que comme il se présenterait un peu à nous, il expliquerait qu'est-ce qu'il veut faire, un truc comme ça. Mais pas pantoute. Le gars, il est juste débarqué. Il est allé voir la police. Il a payé pour qu'il fasse construire une nouvelle prison sur place. Et il a acheté des M16 pour les agents. Il a commencé à payer les agents pour patrouiller après leurs heures de job. Et comme il les payait, comme il commençait à les engager lui-même, il commençait à leur donner des ordres et à leur dire qui arrêter, des trucs comme ça. Hey, l'arrogance. Ouais, non, mais oui, c'est fucked up. Honnêtement, c'est un gars qui débarque et qui veut régler la criminalité. Puis son seul talent, on s'entend, c'est être millionnaire. Ouais. C'est comme un espèce de style Bruce Wayne à la retraite en Amérique centrale. C'est le White Savior version la plus violente et oui, c'est à l'extrême là. Ouais, c'est comme mais oui, c'est Bruce Wayne. C'est un bon point. C'est 100% Bruce Wayne. Oui. C'est vrai. Parallèlement à tout ça, encore une fois, la microbiologiste qui est là, on s'entend, qui est là depuis un bout de temps là, on s'entend. Oui, qu'elle est comme ma relation est quand même devenue fucked up, il est parti faire le shérif avec son autre blonde de 16 ans. Elle commence à être inquiète du comportement de John. Ses recherches avancent pas en plus. À un moment donné, elle décide d'aller dans la chambre de John, dans le compound, puis elle remarque qu'il y a plein de sacs de poubelle, plein de cash. Il y a des pilules de Viagra partout, puis il y a des drogues qu'elle connaît même pas, elle qui est microbiologiste, qui traînent un peu partout dans la chambre. Et apparemment que c'est une période où il allait vraiment pas bien, puis il arrêtait pas de parler de comment il peut facilement faire tuer des gens. Ça, c'était pas des menaces envers elle, mais c'était juste une vibe dans laquelle tu veux pas rester, c'est clair. Elle a dit qu'elle était pas à l'aise, qu'elle veut partir, qu'elle veut rentrer chez elle. La suite, c'est dans le documentaire Gringo, justement, elle a fait un témoignage où elle explique qu'à ce moment-là, quand elle a dit qu'elle voulait quitter, il l'a droguée et il l'aurait violée cette nuit-là. Elle a perdu conscience, elle a des flashs de lui sur elle d'agression.
Et a réussi à quitter, je pense le lendemain, elle quitte, puis elle a plus jamais bien sûr de contact avec John suite à ça. Ben, je suis content pour elle qu'elle a réussi à s'en sortir, pas? Oui, mais je suis vraiment pas content pour elle qu'elle a passé ce 9 mois-là dans le... oui, c'est ça. Dans la jungle, oui. Mais je suis content, tu sais, il y en a beaucoup qui réussissent jamais à se ressortir du... Tu sais, c'est pas une secte, comme tu dis, mais c'est quand même une affaire de gourou un peu pareil, là, où il y a genre une espèce de contrôle psychologique sur quelqu'un, même si c'est... Puis il y a une personne hyper narcissique, super insécure, puis oui, c'est ça, tu sais, c'est un peu ces mêmes dynamiques-là, pareil, là, fait qu'il y a des gens qui s'en sortent jamais, fait que, en tout cas, tant mieux pour elle, mais holy shit, ouais. C'est pas tout à fait clair dans quel contexte, mais éventuellement, John abandonne le campement qui est dans la jungle et il retourne vivre dans un manoir qu'il avait acheté initialement, dans lequel il a presque pas vécu, qui est sur la plage au Belize. Avec sa blonde, là encore l'enfant qui est plus un enfant à ce moment-là, mais qui a une différence d'âge incroyable avec lui. Je veux dire, c'est encore pas super chill, là. Oui, c'est ça. En fait, avec sa blonde et des gardes du corps. John va vraiment pas mieux. Là, il y a une couple d'années où on le perd un peu, couple de mois ou couple d'années où on sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Mais le journaliste de Wired dit qu'il y a une nuit où il reçoit un appel 2 mois après avoir fait une entrevue avec John. Il reçoit un appel de John qui dit où John est complètement paranoïaque. Il dit qu'il est convaincu qu'il est espionné par le gouvernement du Belize. Je veux absolument pas le défendre, mais il y a un côté de moi qui trouve ça triste de... Imagine à quel point t'es démuni côté interpersonnel quand la personne que t'appelles dans un moment de paranoïa, c'est un journaliste à qui t'as parlé il y a 2 mois, genre. Qui est même plus sur le même continent que toi, genre. Je pensais que t'allais dire, mais c'est possible que le gouvernement l'espionnait, puis je pense aussi que ça serait possible, dans le sens... Ouais. Le gars, c'est un millionnaire qui a armé une petite municipalité, puis tu sais, comme... Ça se peut qu'il surveille, ça c'est étant dit, mais oui, j'en doute pas qu'il était paranoïaque à cause de sa consommation, là. Mais oui, c'est ça. Puis la paranoïa va de plus en plus loin, mais lui, il était convaincu, puis ça va rester longtemps, il était convaincu que le gouvernement du Belize était après lui, puis même voulait l'assassiner. Ouais. À ce moment-là, donc quelques mois plus tard, John vivait dans son manoir sur la plage de Belize avec 5 femmes et qui avaient entre 17 et 20 ans, un paquet de bodyguards et 11 chiens. Il y avait beaucoup de conflits avec un de ses voisins qui est aussi un gringo, qui est un expatrié américain qui s'appelle Gregory Fall, qui avait un bar sportif à Orlando puis qui passait quelques mois par année au Belize. Okay? Le gros de leur conflit, ces 2 voisins-là, ça tournait autour du fait que les chiens de John, qui étaient pas dressés pantoute, là, ça aurait été vraiment surpris que ce gars-là a des chiens qui sont capables de faire le mort, genre. Ouais. Ouais, c'est ça. Ces chiens qui sont pas dressés pantoute, arrêtaient pas de se promener sur la plage devant chez lui. Il lui fait faire le mort avec son gun. On n'a pas le même point de vue. Clac. Excuse, je suis resté accroché à cette histoire de fausse roulette. Je comprends, j'aurais pissé dans mes culottes si j'avais été ce journaliste-là, de quelqu'un qui prend un gun sur sa tempe avant. Mais surtout 2 fois. Oui, deux fois à des moments différents. Comme ça sera pas ça à chaque fois, là. J'avais compris ton point qu'on n'a pas la même perception du monde. Excuse, oui, vas-y. Ces chiens étaient pas dressés, ils se promenaient sur la plage devant chez Gregory Fall et ils faisaient peur à son perroquet. Ça, imagine à quel point c'est lourd pour les locaux, les deux riches américains qui se chicanent avec leurs animaux de compagnie. Oui. J'haïs tout le monde dans cette histoire. Mais ils se chicanaient vraiment sérieusement. Ils se sont fait des menaces à certains moments. Et il y a un jour, en 2012, où John a retrouvé 4 de ses chiens hyper malades, semble qu'ils auraient été empoisonnés. Et il a dû les abattre à ce moment-là pour abréger leur souffrance. Le lendemain, Gregory Fall, le voisin, est retrouvé mort d'une balle derrière la tête dans son bungalow à lui. C'est comme une espèce de John Wick version boomer à la retraite, là. C'est comme touche pas à mes chiens puis je vais me faire une grosse vengeance. Puis là, il y a plein de spéculations justement comme quoi John aurait assassiné son voisin parce que lui avait tué ses chiens. John a toujours nié, puis John a même dit que lui, il pense même pas que son voisin aurait pu empoisonner ses chiens. Il dit, il haïssait mes chiens, mais c'est pas une personne qui aurait ce tempérament-là. Je suis sûr qu'il aurait pas fait mal à mes animaux. En fait, la théorie de John, c'est que le gouvernement du Belize a empoisonné ses chiens. Et il pense aussi que les autorités auraient tué son voisin par erreur parce qu'ils essayaient de tuer John lui-même. Je pensais, tu sais, la théorie, c'est que les chiens ont trouvé un animal sur la plage, ils l'ont mangé ensemble, ils sont empoisonnés, mettons. Tu sais, une affaire qui est pas impossible. Mais apparemment, c'était comme super intense, là. Je sais pas s'il écumait ou quoi, mais ça a l'air d'un empoisonnement volontaire de quelqu'un. Mais ouais, je comprends. On dirait qu'il y a un côté de moi qui est comme, il a décidé de les abattre ses chiens parce qu'il s'est dit que c'était l'enfer tough à faire. Il est pas allé chez le vétérinaire voir s'il y avait de quoi à faire. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends, mais ça dépend. Je sais pas à quel point il était mal en point, mais moi si ils vont vraiment mal, je trouve que c'est même la chose très humaine à
affaire de les abattre, là. Ouais. Mais il y a un truc auquel je viens de penser aussi, de, tu sais, si t'as plein de cristaux chez vous, que même la police sait pas c'est quoi, c'est pas impossible que tes chiens soient empoisonnés avec ça. Tout ça est possible, en tout cas, mais ouais. Ça n'a jamais été élucidé. John a refusé de se livrer aux autorités du Belize, même s'il était seulement suspect, il n'a jamais été accusé, parce que lui, il disait que le premier ministre du Belize l'aimait pas et que les autorités allaient l'assassiner s'il se rendait pour un témoignage. Il y a un journaliste qui a contacté le premier ministre du Belize qui a juste répondu « Ce gars-là est complètement paranoïaque, il est bonkers en anglais. » Il est cinglé. Il est complètement cinglé, oui. John devient fugitif au Belize à ce moment-là avec une de ses copines. Je pense que l'entourage était trop gros pour partir avec tout le monde. Il fitait pas tout sur le bateau. il fitait pas tout sur genre le petit char qu'ils ont pris ou quelque chose comme ça. Fait qu'il devient fugitif au Belize, puis ça devient super médiatisé. C'était année 2011-2012. Ouais. Premièrement parce que 2012-2013 en fait. Parce que tout le monde est comme what the fuck que le gars de l'antivirus a tué son voisin puis il se sauve au Belize. Et aussi parce que John c'est une personne très narcissique, là, je l'ai dit, il live-tweetait sa cavale et il écrivait constamment sur des... C'est ça que je me souviens. Ça se peut que c'est ça, oui. T'as vu des extraits de ça. Et il y avait un blog sur lequel il faisait des updates constamment de sa cavale. Pendant ce temps-là aussi, il réussissait à setter des rencontres avec des journalistes encore dans cette période-là. Et il faisait toujours les rencontres en déguisement. Puis une des constantes qui revient chez tous les journalistes, c'est que ces déguisements étaient tout le temps fucking à chier. Là. C'est comme un homme de 65 ans avec une perruque blonde. Mais oui. Ouais, c'est ça. Qui est comme super high puis super stressé. C'est la preuve qu'il était pas recherché tant que ça, là. Oui, je pense effectivement que oui. Je pense qu'il était comme, si on l'arrête pour un ticket, on va l'embarquer. Mais il avait pas mis tout l'appareil étatique sur son cas, genre faut qu'on le pogne. C'était pas ça. Pas au point où ils veulent le faire assassiner parce qu'il aurait pu être en mesure de le faire, je pense, effectivement. À cette époque-là, le média Vice, tu te souviens de Vice, hein? Fur Vice, oui. Oui. Ben, je pense qu'il existe encore aux États-Unis, Vice. Ouais, sort of, là, ça a bougé. En tout cas, peu importe. Vice Québec a pas fait long feu, mais oui. Ouais. Vice réussit à entrer en contact avec lui et envoie un journaliste et un caméraman le rejoindre. Il y a beaucoup de footage de ça qui sont dans le documentaire sur Netflix, d'ailleurs. Il se cache avec lui au Belize. Il y a des moments où on les voit boire avec lui allègrement, d'ailleurs. Et dans le move qui est le plus Vice ever, ils ont publié un article on the spot, vraiment de façon impulsive, qui s'appelle We Are with John McAfee Right Now, Suckers. On est avec John McAfee Right Now, les suceurs. Oui. Dans lequel ils ont joint une photo où on pouvait voir le journaliste avec John. Mais la photo qui est publiée avait encore les métadatas de géolocalisation de l'homme qui est en cavale. C'est tellement... Puis à l'époque aussi, sur Internet, tout le monde se moquait de Vice parce que c'est tellement le pire move journalistique. Tu publies quelque chose tellement rapidement pour avoir de la hype puis pour avoir l'air cool qu'en plus, tu hâtes ta source. Ça avait pas de bon sens. Tu mets en danger ta source. Ben, qui mérite pas nécessairement d'être en sécurité, mais... Non, mais pareil, c'est pas ton rôle comme journaliste de compromettre quelqu'un. Là. Peu importe, de la même façon comme journaliste en train de faire une interview avec El Chapeau. Oui, c'est ça, tu dis pas... Ta job, c'est pas de dire il est où, aller le chercher. Là. Sinon, on travaille pour la police, t'es pas journaliste. Là. 100%. Ils se rendent compte qu'ils ont merdé. John, Sam, sa copine de l'époque, et c'est la copine avec qui il est parti, et les deux dudes de Vice choisissent de ça, on le voit dans le documentaire sur Netflix, et c'est quand même un peu drôle. Là. Ils choisissent de traverser illégalement la frontière vers le Guatemala, et ils sont après ça arrêtés au Guatemala, parce que je sais pas c'était quoi trop leur rationnel, mais ils se sont dit, ok, on va traverser la frontière, puis on va aller voir les autorités au Guatemala, parce que au moins eux menacent pas de tuer John dans sa tête. C'est pas illogique. Là, mais finalement, ils sont arrêtés parce qu'ils ont traversé illégalement et parce qu'il y a des mandats d'arrêt dans un autre pays pour eux. Ouais. Je pense qu'ils se disent qu'on va avoir genre quand même la protection de réfugiés peut-être. Là, oui, ben ouais. C'est un millionnaire. C'est un millionnaire américain. Je sais pas si tu rentres facilement dans le statut de réfugié, mais oui, en tout cas. À ce moment-là, Sam essaye de l'aider. Sam, qui est sa blonde, elle a un oncle avocat qui est très haut placé dans le gouvernement au Guatemala. John devait être déporté au Belize. Au début, il essaie de changer les affaires, ça fonctionne pas, l'avocat réussit pas. John doit être déporté au Belize. La veille du moment où il doit être déporté, il fait une fausse crise cardiaque. Il stage une crise cardiaque en prison au Guatemala. Apparemment, il s'est donné à fond, il fait semblant, il tombe à terre, il se cogne la tête, il s'est vraiment donné et ils ont retardé son extradition. Et pendant ce temps-là, l'avocat a réussi à travailler les affaires pour négocier qu'il soit extradité ou renvoyé aux États-Unis. Ouais. Extradé aux États-Unis plutôt qu'au Belize.
Oui, puis tout ce temps-là, c'était une solution qui s'offrait à lui, dont on est aux États-Unis, là, tu sais, peu une fois qu'il était au Guatemala. Mais je parle quand il était au Belize, il aurait pu juste retourner aux États-Unis, là. Oui, mais lui, il craignait probablement d'être arrêté à l'aéroport, en fait, d'être arrêté par les autorités quand il donne son passeport. Je comprends. Mais il aurait pu, tout à fait. Oui, parce qu'il restait longtemps en cavale au Belize. Il aurait pu trouver le moyen de juste rentrer aux États-Unis. Ouais, je comprends sa logique. Il dit à l'aéroport, ils vont me pogner. Oui, c'est ça. Je comprends. À ce moment-là, il est séparé de Sam, qui a énormément travaillé pour lui, pour le sauver avec son oncle. Et autant que je sache, il essaie plus jamais de rentrer en contact avec elle, une fois rentré aux États-Unis. Ah oui, il respectait pas tant que ça la fille de 19 ans avec qui il couchait. Contre toute attente. Contre toute attente. C'est peut-être aussi parce qu'il est retombé en amour, parce que de retour aux États-Unis, il rencontre sa dernière femme, Janice, qui est elle aussi une ancienne travailleuse du sexe. Dans cette même période, ça c'est en 2013, un peu plus tard, il choisit aussi, ça je sais pas si ça va te surprendre, je pense que c'est la continuité logique de tout ce que ce gars-là a fait avant. Il choisit de se présenter pour la présidence américaine en 2016 comme candidat indépendant libertarien. Comme quoi on aurait pu avoir pire que Donald Trump. Je pense, honnêtement, je suis même pas sûr que ça aurait été tant que ça pire. Juste une autre saveur. Ouais. Mais pas tant, c'est ça. Il est clairement complètement paranoïaque, mais il y a des politiques. Il aurait été beaucoup moins raciste, il aurait été beaucoup moins, en tout cas. Mais autant que je sache, toutes ses copines ont été des femmes racisées, mais il était tout le temps aussi dans d'autres pays où c'était des femmes vraiment pauvres. Oui, puis donc, il y a un truc d'ascendant, là, c'est quoi le mot que je cherche? Un truc d'exploitation quand même là-dedans aussi, où il est l'homme riche qui va dans un pays pauvre et qui, tu sais, c'est ça. Ouais. Il a commencé aussi dans cette période-là, il a pas gagné les élections, spoiler alert, il a pas gagné les élections de 2016. Faut que j'étais pas rendu là dans les nouvelles. Dans la même période, il a commencé à faire de la promotion de certaines crypto-monnaies sur Twitter. Ce qui est pas illégal en tant que tel, mais c'était jamais clair c'était quoi son lien avec les entreprises. Fait que c'est pas, ça aurait pu être des cas de fraude ou pas. Un peu à ce que Elon Musk fait, de si t'as plein d'investissements dans une entreprise, puis dans une crypto, puis tu essaies de la faire pumper, c'est louche, c'est vraiment très louche. Ouais, mais Trump a fait la même chose, Logan Paul a fait la même chose. Oui, des pump and dump. En 2018, il apprend que le gouvernement fédéral enquête sur lui pour évasion fiscale et notamment pour fraude, potentiellement pour fraude. Il choisit donc avec Janice de se sauver. Il embarque dans son bateau et ils vont dans les Caraïbes. Fait que deuxième fuite de la loi. Puis ça l'a empêché de tenir certains engagements qu'il avait, notamment d'être présent sur une croisière de crypto. Ok, c'était comme l'invité d'honneur. Un cauchemar. Moi aussi, honnêtement, s'il y a une place au monde où je voudrais pas être, c'est une croisière de crypto en 2016. Tu me dis une flottille vers Gaza, puis une croisière de crypto en 2016, puis il faut que j'y pense. Je pense que c'est les deux extrêmes du même spectre, ça. Oui. Une flottille vers Gaza puis une croisière de crypto. Ouais. Il a pu quand même, parce qu'il tenait à respecter son engagement, il a pu leur envoyer un message enregistré qu'il a fait où il leur disait, je vais le traduire au fur et à mesure, là, je suis vraiment désolé de pas pouvoir être avec vous pour cette merveilleuse croisière. La raison pour laquelle je suis pas avec vous et que j'ai pas essayé de venir, c'est que j'aurais été arrêté par Interpol parce que j'ai pas pour évasion de taxes. Et c'est vrai, en fait, j'ai pas payé mes taxes depuis 8 ans et je paierai plus jamais mes taxes ever again. Donc oui, il admettait tout à fait à ce moment-là. Puis les libertariens l'adorent, parfait. Les libertariens l'adorent, of course. Les libertariens l'adoraient déjà, mais ça va être de pire en pire ou de mieux en mieux à partir de maintenant. Ouais. Et clairement, il prévoyait pas rentrer aux États-Unis à aucun moment à ce moment-là. Janice et lui se promènent. Ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi dans le documentaire de Netflix. Il y avait des gardes du corps aussi à ce moment-là. Janice et lui se promènent dans le bateau entre les Bahamas et la République dominicaine, un peu partout. Se font éventuellement arrêter en République dominicaine parce que la garde côtière se rend compte que le bateau est plein d'armes pas enregistrées, de drogue, de cash et de lingots d'or. Honnêtement, je suis un peu surpris. J'essaye pas de le rendre cool, là. Je dis ça avec beaucoup de nuances, mais je suis vraiment surpris que ce soit pas une référence de rap plus que ça, John McAfee. Ouais, j'avoue. Parce que il y a quelque chose qui fit, là. Ouais, il y a de quoi dans l'esthétique du rap, ouais. Ben, il y a quelque chose que lui essayait d'aller chercher dans l'esthétique aussi, mais oui, mais c'est comme, je me sauve de la loi dans mon yacht qui est plein de lingots d'or, genre. Ouais.
À cette époque-là, il va pas vraiment mieux côté paranoïa. Il y a un ancien collègue qui a dit c'était comme travailler avec Staline ou Hitler ou quelque chose. Il me surveillait sans arrêt puis il surveillait tout le monde autour de lui. Comme John a une double citoyenneté, américaine et britannique, parce qu'il est né, sa mère était britannique, il a réussi à s'arranger pour que les autorités de République dominicaine le renvoient au Royaume-Uni plutôt que aux États-Unis. Lui et Janice, et ils ont réussi éventuellement à se rendre en Espagne. De là. Ils ont squatté, à ce moment-là, je pense que financièrement, ça allait de moins en moins bien. Ils ont squatté dans un vieil hôtel abandonné en Espagne qui s'appelait le Dorada, dans lequel il y a apparemment eu, c'est pas sûr que c'est lui qui l'a fait, mais entre... Je sais plus les dates, mais c'est pas sûr que c'est lui qui l'a fait, mais il y aurait eu du mining de crypto-monnaies selon des journaux locaux dans cet hôtel abandonné-là en Espagne. Ah, OK. Il réussit à faire encore un peu d'argent à cause d'engagements liés à la crypto. Mais la COVID arrive à cette période-là. Okay. Et tu peux imaginer que John McAfee tripait pas sur les restrictions sanitaires. Là. Il postait des photos de lui qui respectaient pas les trucs. D'ailleurs, il postait des photos de lui où il portait des sous-vêtements de femme à la place d'un masque. Ce qui est classique John. boomer. Là. OK, John. Oui, c'est ça, c'est vraiment juste, oui. C'est juste un ongle sur Facebook à ce moment-ci. Il a finalement été arrêté à l'aéroport de Barcelone pour des accusations de fraude, pour les mêmes vieilles accusations de fraude qui étaient aux États-Unis. A été arrêté à Barcelone alors qu'il devait prendre un vol pour Istanbul. Quand il a été arrêté à Barcelone, il a lutté vraiment longtemps contre son extradition aux États-Unis, mais elle a finalement été acceptée. Et la veille de son extradition, il a été retrouvé mort pendu dans sa cellule à 75 ans. Fait que pas si, tu sais, tantôt on parlait de son jeune âge. Non, il a vécu vieux. Il a vécu vraiment vieux pour la vie qu'il a eue. Pour quelqu'un qui faisait des drogues aussi intenses aussi, là. Tout à fait. Il y avait une lettre dans sa poche à ce moment-là sur laquelle c'était écrit I'm a phantom parasite. I want to control my future, which does not exist. Fait que je suis un parasite fantôme, mais phantom, je pense, ça a plusieurs significations. Là. Je veux contrôler mon futur qui n'existe pas. Je comprends la deuxième partie, l'affaire du fantôme parasite, c'est pas clair, mais... Il y a des proches de John qui ont vu le mot et ils disent que c'est son style d'écriture et c'est clairement son handwriting aussi. Janice, elle, est convaincue qu'il se serait jamais suicidé. Qui s'est fait suicider. D'ailleurs, depuis sa mort, il y a plein de monde qui théorise, notamment parce qu'il avait tweeté en 2020 sachez que si un jour je me pends à la Epstein, c'était écrit en français dans le texte, là, à la Epstein, it will be no fault of mine. Fait qu'il y avait déjà sous-entendu en 2020 qui se suiciderait jamais. En même temps, il y a un côté hyper mégalomane, narcissique c'était hypé à ce moment-là. Epstein venait de mourir en prison, on sait pas trop pourquoi. Fait que je pense que il surfait juste sur une vague, mais maintenant il y a plein de théories sur son décès, sur sa disparition. Moi, ça me semble pas... Du portrait que tu m'en as fait, ça me semble pas si hors de la plausibilité qu'il se soit suicidé, là. Genre... Oui, non, moi, c'est ça. Moi, je croirais beaucoup plus à la théorie du suicide qu'à la théorie de... Il est tellement influent puis il connaît des tellement gros secrets. Parce qu'il a eu une vie complètement fucked up. Mais il a pas fréquenté les hautes sphères tant que ça pendant longtemps, là. Les seules hautes sphères qu'il a fréquenté ou qu'il a croisé ou avec lesquelles il y a eu des confrontations, c'était au Belize. Et je pense pas que eux iraient faire assassiner. Je pense pas que eux ont le soft power de faire assassiner quelqu'un dans une prison en Espagne. Non. C'est ça. Je sais pas c'est quoi le PIB du Belize, mais pour moi, il y a eu une période de sa vie qui valait plus cher que le pays au complet, là, tu sais, comme... Probablement, là. Justement, quand ils ont trouvé les cristaux puis tout, une des raisons, c'est qu'il y avait pas les laboratoires pour pouvoir les analyser. Puis c'est ça. Moi, je pense juste, il avait l'air d'un homme qui avait épuisé ses options, en fait, là. C'est qu'il s'était sauvé dans tous les pays qu'il pouvait, puis, tu sais, les portes s'étaient refermées pour lui, là. Oui. Puis je pense que il aimait beaucoup, là, c'est moi qui spécule, mais il aimait beaucoup sa présence web. Puis à ce moment-là, il était comme créer mon mythe, ça va être plus nice que survivre. Genre, c'est plus J'aime mieux créer un mythe qui va rester longtemps que juste mourir comme un con dans une prison. Que d'aller passer les 5-10 dernières années de ma vie dans une prison aux États-Unis. C'est ça. C'est sûr. Moi, je pense que c'est un truc d'égo, là. Oui. Je crois pas du tout qu'il s'est fait suicider, là. Je pense pas qu'il soit... C'est ça. Je vois pas ça serait dans l'intérêt de qui. Je serais pas si étonné qu'il était dans Epstein Files, mettons, qu'il est déjà allé sur l'île, là. On dirait que c'est le genre de millionnaire que ça se peut. En même temps, il a pas été assez aux États-Unis. Ouais, il était hors du circuit pendant longtemps, mettons, là, ouais. Mais quoi, ça c'est un truc qu'on sait, était où l'île de Epstein? Je sais pas, je pense que oui, mais je sais pas où. Okay. Pas mais c'est sûr que c'est sûr. On sait où, ouais. Mais c'est pas genre les côtes américaines. Je sais pas où. OK.
Mais oui, ça On devait être en Google ça. Amérique du Sud, j'imagine. Ça devait être d'un pays chaud. Je serais étonné que c'était genre proche du Maine. Puis qu'il faisait fucking frette, là. On l'utilise juste 6 mois par année, mon île. Oui, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que ça devait être une place chaude, mais je sais pas où. Donc, j'ai pas de conclusion bien fignolée comme toi, mais c'était l'histoire de John non, McAfee. mais T'es-tu déçu qu'il soit pas milliardaire? Je pense que le personnage rajette les Moi, je quelques pense, centaines de honnêtement, millions c'est qu'il a ça. manqué. Moi, je pense que il y a probablement eu dans les 150 millions à son top, et je pense que les meurtres et les viols, ça vaut pour facilement 850 millions. Ouais. Fait que je pense que dans notre côté de dégoût moral, Oui. il devient un milliardaire. Mais c'est ça. Je l'excuse comme ça. C'est un bon épisode d'hors série dans le sens. C'est une histoire folle. Je n'aurais pas fait 6 épisodes, mais je suis comme. My God, John, qu'est-ce qui s'est passé? Mais en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est que je fais beaucoup de parallèles. Je suis en train de lire sur. Ok, je l'annonce tout de même. Ouais, je vais vas-y, l'annoncer ouais. de même. Parce que. Annonce-le. Dis juste, hey, je suis en train de lire sur Jeff Bezos. Fuck, t'as vendu mon punch, collègue! Hey, tu le couperas, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Oui, c'est ça. Donc, voilà, c'est le moment où vous l'avez promis. Je vous dévoile que la saison 2 portera sur Jeff Bezos. Donc, oui, j'étais en train de lire sur Jeff Bezos. J'ai lu sur Elon Musk, évidemment, pour la saison 1. Puis, il y a beaucoup de trucs qui se recoupent quand même. De genre, c'est quelqu'un qui a une blessure de base à l'enfance. C'est lié à son père. Vous allez voir, Jeff Bezos, il y a ça aussi. Un homme qui a fait fortune dans la tech aussi. Puis, mais tu sais, la tech, c'est un pattern qui revient, puis on l'a vu beaucoup avec Elon Musk aussi, de, tu sais, quand il y a eu la bulle au début des années 90, pendant les années 90, je devrais dire, de la techno, puis ça, où genre des jeunes arrivaient avec une... La bulle du .com, ça. Ouais, c'est ça. Qui arrivait avec une folle idée techno, mettons, et qui faisait fortune, mais après ça, il se faisait tasser par des vrais hommes d'affaires qui allaient gérer ça comme une vraie entreprise, puis pas juste comme un frat party, là, tu sais, avec des orties, là. Puis c'est ça qui est arrivé à Elon Musk plusieurs fois avant qu'il puisse faire ça. Puis c'est ça qui est arrivé à John McAfee aussi, sauf que je pense lui, qu'il y avait quand pas... même justifié, là. Lui, je trouve pas que les gens étaient trop corporate de arrêter les sex parties au bureau. Je pense pas ça d'Elon Musk non plus, là. Dans le sens, je pense que c'est relativement valide du point de vue de Wall Street des deux côtés. Mais mon point, c'est plus... On dirait que lui, il avait pas la même passion d'entrepreneuriat. Il a quand même fait des petites compagnies, mais clairement, il était plus intéressé par son mythe personnel qui passait pas nécessairement par faire fortuner des grandes entreprises. T'sais. Là, tu parles de McAfee? De McAfee, oui, excuse. Oui, clairement, oui, c'est ça. Il y a le côté narcissique qui est là, mais rapidement, lui-même, il a dit, après cette période-là, je savais que je voulais plus faire de la business jamais. Oui, c'est ça. Je pense qu'il trouvait ça trop beige pour lui aussi. Je pense que oui, c'est ça. Tu sais, je pense qu'Elon Musk, mettons, pour le meilleur et surtout pour le pire, il a la volonté de sauver le monde, mais dans une solution qui passe juste par lui, mettons, mais il veut être le gars qui a sauvé le monde, tu comprends? C'est une même qui nourrit son ego, tandis que John McAfee, on dirait plus, c'était comme, je nourris mon ego en étant une espèce de gourou badass, tu sais. Oui, définitivement. Moi, je suis juste pas d'accord avec le début du truc de... Oui, je sais, Elon Musk veut sauver le monde. Là. Je pense que c'est plus qu'il justifie ses actions puis ses prises de pouvoir vraiment trop démesurées qui sont injustifiables, sauf si tu dis « Ah oui, mais c'est pour le bien de l'humanité, genre. » Ouais. Peut-être, mais en tout cas, bon, on pourra en débattre longtemps, je pense qu'il se convainc. Mais oui, c'était un épisode sur John McAfee, mais j'ai beaucoup aimé ça, Colin. Bon travail. Merci, écoute, c'était le fun. Vous nous direz en commentaire qui vous préférez. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. En fait, on va faire un vote sur Instagram. Oui, on va faire un sondage, fait qu'oubliez pas d'aller voter. Non, c'était vraiment le fun. J'ai adoré être dans la position de receveur et réagir. C'était plein de bonnes surprises. Donc voilà, je vous ai volé le punch. La saison 2 sera sur Jeff Bezos. On a d'autres annonces à venir qu'on ne fera pas aujourd'hui, mais qui viendront dans les prochaines semaines. Donc j'invite à nous suivre sur les réseaux sociaux pour plus de nouvelles. Moi, c'est PL Wallet sur Instagram. Toi, Colin, c'est Colin Boudria sur Instagram et TikTok. Et juste, si c'est pas le cas, abonnez-vous au podcast parce que de toute façon, ils vont popper dans vos feeds RSS. Vous allez les voir arriver, les voir sortir. Absolument. Abonnez-vous sur toutes les plateformes de podcast. Puis mettez 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast et les autres si vous pouvez parce que ça fait une grosse différence. Merci, c'est vrai. J'oublie tout le temps de dire ces choses-là. Faudrait le dire en début d'épisode, mais en tout cas, peu importe. Enfin. Et coffee.com/manger les riches, ko-fi.com/manger les riches, que je paye Colin pour son travail de recherche sur John McAfee, parce qu'il a passé beaucoup de temps à lire sur John McAfee avec un bébé. Il a fallu que je m'abonne à Wired.
Faut qu'on dois rembourse. 2,60$, man. Ok, parfait, tu m'enverras la facture. Ok. Il fait que Colin a passé beaucoup de temps à écouter des documentaires de John McAfee avec son bébé dans les bras, donc on va le rembourser pour ça. Alors, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Et c'était notre dernier épisode hors série. La prochaine fois que vous allez entendre nos magnifiques voix mielleuses, ça sera pour la saison 2, qui va sortir, je touche du bois, mais avant Noël. T'as-tu une estimation de combien d'épisodes? Je sais pas encore ça, je sais vraiment pas. Je vise la même durée à peu près que la saison 1. Mais fait que probablement dans le même barème de 5, 6, 7 épisodes de quoi de même. Puis en tout cas, si tout va bien, je touche du bois en ce moment, vous me voyez pas là, mais Pierre-Luc touche du J-Proc en ce moment, je peux là. oui, c'est du J-Proc, ça compte pas. Hein? Mais moi, du vent, peut-être du bois. Anyway, fait que c'est ça, on va sortir ça avant la fin de l'année. Donc, surveillez ça. Merci d'avoir été des nôtres. Merci encore, Colin, pour ton bon travail. Et on se revoit bientôt. Merci.